bonjour tout le monde. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation aux personnes qui organisent. Et puis, je viens d'apprendre que j'avais peut-être 5 minutes de plus que ce qui m'a été dit. Donc, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il fallait que je vous dise toutes sortes de choses en 15 minutes. C'était pas facile à préparer. Alors, je vais déjà m'emparer de ça. Hop. Et lancer le chrono. Un chrono tout simple, sans IA, qui va me dire vite, ralentis, accélère. Donc, bonjour tout le monde. Donc, voilà, moi c'est Marie-Jean Meurs, je suis professeure à l'UQAM, je travaille en IA depuis avant que ça soit très à la mode, puis je pense que je vais continuer quand ça sera plus à la mode non plus, ce qui probablement s'en vient. Alors, aujourd'hui, l'enjeu pour moi déjà, ça a été de me dire, bon, parmi vous, il y a des gens qui savent plein de choses sur mon domaine de recherche, parce que ça les intéresse ou parce qu'ils ont une formation connexe, voire en IA, etc. Puis il y a des personnes qui n'en ont strictement rien à faire, et c'est bien normal, parce qu'elles travaillent dans d'autres domaines, et si elles avaient voulu faire de l'IA, des maths ou de l'informatique, elles auraient fait ça. Donc pour elles, c'est simplement un outil, au même titre que leur lave-vaisselle ou leur grille-pain. Donc, je vais essayer quand même de garder votre attention en partant que sur des bases très très simples. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui pour qu'on parle tous le même langage ? Déjà, la première chose que moi je dis systématiquement, c'est que, vous savez, autour de l'IA, il y a toujours eu, enfin en tout cas depuis cette nouvelle vague de l'IA, le renouveau de l'apprentissage profond et tout, il y a un discours médiatique extrêmement entretenu par le milieu de la recherche. C'est très bien de taper sur les journalistes qui ne comprennent pas forcément les subtilités de notre domaine, et encore une fois, c'est bien normal, mais c'est quand même le milieu universitaire qui a créé le buzz. Fidèle à son histoire, puisque le terme même d'intelligence artificielle a été inventé dans les années 50 par le milieu universitaire, et là, ça a fait le buzz en disant « Waouh, intelligence artificielle !» Donc j'y reviens, c'est pas de la magie, c'est pas de la science-fiction. Et comme d'habitude, si on tire la plug, ça marche plus. Tu sais, c'est comme le grille-pain, là, si vous tirez la plug de votre grille-pain électrique, ça grille plus rien. Là, c'est pareil, les enjeux sont finalement pas si compliqués, et si vous avez un peu suivi l'actualité, on est en train de se dire, oui, il faudrait peut-être réactiver des centrales nucléaires pour entraîner des modèles. Je ne vais pas sur ce terrain, ce n'est pas votre préoccupation du jour, mais c'est quand même un peu perturbant. Donc, non, ça ne reproduit pas le cerveau humain. Pour moi, les discours qui visent à dire « oui, alors on travaille avec des mini-cerveaux, on s'est inspiré de choses biologiques, etc. » Encore une fois, ce sont des discours médiatiques. On travaille avec des maths et de l'informatique. On essaye de faire des choses en faisant des calculs. C'est pas de la magie, c'est pas de la science-fiction, aussi impressionnant que cela puisse être selon le contexte. Mais voilà, c'est des outils. Deuxième point, je sais que c'est un combat probablement perdu, mais je le souligne quand même. IA, c'est pas un nom comptable. IA, c'est une discipline de recherche. Donc, une IA, ça n'existe pas. Des IA, à la rigueur, si vous dites, des intelligences artificielles portées par plusieurs courants de pensée, et éventuellement, ça peut s'entendre, mais c'est pas non plus des petits bonhommes qui agissent dans leur coin. Alors vous allez me dire, ouais, t'es tatillonne, on s'en fout, on a bien le droit de le dire, c'est des raccourcis, puis il y a plein de cas technologiques où les choses se sont passées comme ça. Oui, mais c'est pas inutile de le préciser quand même, parce que les mots ont un sens, les mots s'inscrivent dans un contexte, et si vous parlez d'une IA et qu'en plus on vous dit que c'est un mini-cerveau, etc., finalement, vous allez vous retrouver avec tout un tas de dérives de représentation et des discours qui vont vous dire « les IA vont peut-être prendre le contrôle de l'humanité, nous allons tous mourir dans d'atroces souffrances » ou au contraire « les IA vont nous sauver la vie ou sauver des vies » ou etc. Donc, attention, je pense, à l'utilisation de cette terminologie. Si vous l'employez, faites-le en conscience. Une IA, ça n'existe pas. Enfin, des IA, une IA, ça n'existe pas. C'est comme si vous disiez une biologie ou une histoire de l'art. Bon, remplacez-le par le mot que vous voulez, ça fait bizarre. Bref. Alors, maintenant, un autre mot important à considérer. Le mot algorithme, qu'on va sûrement utiliser beaucoup aujourd'hui, qui est utilisé très souvent dans le discours autour de l'IA, et malheureusement pas toujours à bon escient. En gros, algorithme, c'est le nouveau numérique. Plus personne ne parle de numérique, très peu de gens. Le numérique, ça fait un peu has-been. C'est un peu comme les données, plus personne ne parle de données. Aujourd'hui, on parle de données massives, et encore, même ça, c'est encore un peu has-been, déjà. Mais bon. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? Un algorithme, c'est un truc très très simple. C'est mathématique, d'abord, avant d'être informatique.
C'est tout simplement une succession finie d'étapes qui permettent de résoudre un problème de façon générale. Vous utilisez tous des algorithmes quand vous faites à manger, parce que vous ne faites pas les opérations dans n'importe quel ordre, que vous avez une suite finie d'étapes, et que si vous mettez à cuire votre sac de farine et un bol d'eau, bah, ça ne va pas vous donner un pain et réciproquement. Donc, c'est ça un algorithme, et rien d'autre. C'est une suite finie d'étapes à qui on donne des informations en entrée, comme vos ingrédients dans la recette de cuisine, et qui vous fournissent une réponse en sortie. Point. Ensuite, qu'est-ce que c'est que les systèmes basés sur l'IA? Alors, il n'y a pas vraiment de définition générale, comme je le disais à la page précédente, mais ce sont des systèmes qui ont pour vocation de représenter leur environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, je veux créer un système qui va m'aider à arroser mon jardin de la meilleure façon, en dépensant le moins d'eau possible, et il va falloir que je modélise les besoins de mon jardin. Vous voyez, on revient à mes algorithmes, modéliser un problème. Donc, ça va vouloir dire un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je vais donner en entrée? Peut-être des capteurs d'humidité, peut-être des capteurs solaires, peut-être, etc. Bon. Ça va être la représentation de mon environnement, au sens où je vais devoir définir les caractéristiques que je vais utiliser et définir comment je vais créer cet algorithme qui va dire, bah, par exemple, si je trouve que l'humidité est inférieure à une valeur, alors je vais envoyer telle quantité d'eau à tel endroit du sol. Voilà, vous voyez, une étape, je capte, je teste, et j'envoie de l'eau ou non, etc., etc. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, évidemment, ces systèmes, et j'ai utilisé à dessein le terme calcul, parce que ce sont des calculs mathématiques, numériques, réalisés par des ordinateurs, parce que c'est des gros calculs, souvent. Donc ces calculs visent à faire le meilleur choix ou la meilleure action dans le contexte. En l'occurrence, dans mon jardin, bah, si l'humidité est XY, si la météo prévoit du soleil, si, etc., bah, ça va être mon contexte. Et à ce moment-là, bah, selon mon contexte, mon système va envoyer automatiquement plus ou moins d'eau. Bon. Alors, des domaines d'application, bah, évidemment, résolution de problèmes, recherche opérationnelle, représentation de connaissances, logique, etc., traitement du langage naturel, recherche d'informations et apprentissage automatique. L'IA, c'est un domaine qui contient beaucoup de sous-domaines, et pas seulement l'apprentissage automatique, et pas seulement, évidemment, l'apprentissage profond, qui lui-même est un sous-domaine de l'apprentissage automatique. Très en vogue, effectivement, qui donne très bons résultats dans certains domaines, mais il y en a plein d'autres. Exemple, si vous connaissez le domaine de la logistique, par exemple, les gens de la logistique font de la recherche opérationnelle depuis des dizaines d'années. C'est déjà de l'IA. C'est-à-dire, c'est pas nouveau l'IA. Il y a des vagues, il y a des creux, il y a des augmentations, des baisses, en fonction des résultats qu'on obtient, mais c'est utilisé depuis très longtemps dans plein de domaines, avec différentes sortes d'algorithmes. Alors, on y vient justement. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage automatique? Ben, c'est un sous-domaine de l'IA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme d'apprentissage? Puis là, je vais développer un peu après. Vous lui donnez en entrée un ensemble de données. Par exemple, des données captées dans votre jardin pour l'arrosage. Et ça s'appellera l'ensemble d'apprentissage ou d'entraînement. C'est-à-dire, ces données-là, elles doivent être suffisamment représentatives de votre problème et puis être utiles à votre problème. Si je donne, par exemple, je ne sais quoi, à mon algorithme de jardin, si je lui donne ma fréquence cardiaque, il n'en a rien à fiche. Donc, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas utile, c'est une caractéristique qui n'a aucun intérêt pour cet algorithme-là. En revanche, si je ne lui donne pas l'humidité du sol, alors là, ça va peut-être être compliqué parce qu'il aura de la difficulté à calculer ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce qui se passe dans cet apprentissage? Eh bien, on fabrique une fonction qu'on appellera le modèle et qui va être utilisée pour les nouvelles décisions à prendre pour des données qui ne sont pas encore observées. Alors, cette fonction-là, il y a plusieurs façons, vous voyez, différents algorithmes d'apprentissage, donc classique, profond, par renforcement, où là, si l'algo prend une bonne décision au regard des données d'entraînement, on va lui donner un petit bonbon, puis là, il saura que la prochaine fois, il faut qu'il aille dans cette direction. Si en revanche, en regard des données d'apprentissage, il prend une mauvaise décision, on va faire le contraire, etc. Supervisé, non supervisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, les données, on peut les étiqueter. Par exemple, vous êtes dans votre milieu de travail, vous avez une chaîne, vous avez un certain nombre de caractéristiques observées qui donnent un bon résultat, ça va être étiqueté avec « ça c'est bien » ou bien « ça c'est pas bien ». Ça va être supervisé quand vous aurez ces données-là. Puis des fois, on ne sait juste pas. Alors on fait ce qu'on appelle du clustering en bon français, puis on essaye de rassembler des données proches selon un certain nombre de distances. On ne sait pas trop si elles sont pertinentes, mais on essaye. Alors j'ai pris un problème très très simple sur lequel je vais passer vite parce que je vois que le temps file.
prédire, c'est un exemple de régression, c'est un truc de base, là, il n'y a pas d'apprentissage profond, chose truc, là, c'est super simple. On dit, bah tiens, aujourd'hui, là, on est quand même un groupe conséquent, on va tous donner notre poids, notre taille, notre pointure, anonymement, hein, parce que bon, et puis on va entraîner un algorithme, donc une fonction, à prédire la pointure de personnes qui arriveraient, dont on ne connaîtrait que le poids et la taille. Alors, j'ai écrit ça très simple, hein, je ne vais pas faire des maths, donc les alpha et bêta, là, vous voyez en bleu, ils ne sont pas connus encore. On a tous donné notre taille, notre poids et notre pointure. Et on va essayer de bricoler avec nos alpha et bêta pour trouver les meilleurs possibles, c'est-à-dire, en fait, ceux qui vont représenter le plus possible notre ensemble d'apprentissage. En gros, il y a des gens qui vont être un petit peu serrés dans leurs chaussures, puis d'autres qui vont un tout petit peu trop grands, mais l'idéal, c'est qu'on ait les meilleurs calculs possibles. Évidemment, vous voyez que dans mon modèle, j'ai pris comme idée de base que c'était possible de le faire. Je ne sais pas, hein, peut-être que s'il y a des médecins dans la salle, ils me diront non mais ton exemple il est complètement pourri parce qu'en fait il n'y a aucun lien entre la taille, le poids et la pointure. Mais c'est mon hypothèse de départ. Alors qu'est-ce qu'on fait? On bricole, on observe, on fait un premier calcul avec une première personne, on trouve que ça marche, on a une petite erreur, on fait le deuxième calcul avec la deuxième personne, l'erreur on essaye de l'équilibrer, donc on enlève un petit peu de alpha du premier estimateur, et puis il y a un petit peu de bêta, on rajoute, puis etc. Puis on bricole avec tout le monde, c'est-à-dire notre ensemble d'apprentissage. Et au bout d'un moment, on a une fonction, c'est-à-dire par exemple, je sais pas quoi, 2/3 de taille plus 1/10 de poids égale pointure. Et ce 2/3 et ce 1/10, on les a obtenus en faisant des calculs sur tout le monde pour essayer d'équilibrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, des nouvelles personnes arrivent. Je vois quelqu'un qui arrive, des nouvelles personnes qui nous ressemblent, des nouvelles personnes qui sont en milieu de travail, etc. Et là, on leur demande leur poids et leur taille, et on se dit « Waouh, il est vachement bien notre modèle, parce que ça marche !» Alors, c'est pas parfait, mais on estime quand même pas mal leur poids et leur taille. Puis d'un seul coup, quelqu'un qui avait un problème pour faire garder son enfant arrive avec son enfant. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Il y a fort à parier qu'il y a un gros risque pour que la personne adulte qui va entrer, ça va bien marcher. Mais il n'y a pas d'enfants parmi nous. Notre ensemble d'apprentissage, il y a 0 enfant. Donc, il y a un gros risque pour qu'on chausse l'enfant arrivé avec une pointure beaucoup trop grande, puisqu'on n'a pas observé de données comparables. Est-ce que c'est si simple de prédire la pointure de l'enfant à partir d'une taille beaucoup plus petite et d'un poids beaucoup plus petit? Rien ne nous le prouve. On ne l'a pas appris dans le modèle. Donc, cet exemple, pour vous introduire un petit peu à des choses, les premières questions sur lesquelles je reviendrai, comment est-ce qu'on généralise? Tout à l'heure, je vous ai dit, un algorithme, c'est fait pour résoudre un problème de façon générale. Suite finie d'étapes, on lui donne des trucs précis, des caractéristiques précises, puis d'une manière générale, il va résoudre. Genre, que vous fassiez du pain, mon exemple n'est pas très bien choisi pour ceux qui cuisinent, mais si vous faites du pain avec 1 kg de farine ou avec 3 kg de farine, vous pouvez utiliser le même algorithme, tout simplement, vous passez vos proportions à l'échelle. Donc, quels sont nos ensembles d'apprentissage? Ça va être une question qu'il va falloir se poser, vous le voyez bien. Si vous voulez prédire la pointure des enfants, vous n'allez pas prendre un ensemble d'apprentissage qui est notre groupe d'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'enfants, donc pas du tout représentatif. Quelles vont être les caractéristiques qu'on va choisir? Vous voyez que dans le groupe de personnes que j'ai mis, il y a des personnes qui sont de très très variées. Donc, si nous, là, on prend nos caractéristiques, est-ce qu'on est représentatif d'un groupe de personnes humaines plus générique? Pas certaine, je ne sais pas, mais il faudrait y penser. Quels sont les algorithmes qu'on va choisir? Ça aussi, ça peut être compliqué à décider. On va y revenir tout à l'heure. Et enfin, pour quel usage? Parce que, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on est capable de faire sans? Peut-être c'est une bonne question à se poser aussi, plutôt que d'utiliser des bébelles spécialement pour faire des trucs dont on n'a pas besoin. Donc, question à se poser. Alors, j'enchaîne avec un petit retour pour revenir à la génération de contenu. Dans ce contexte, où on se pose ce genre de questions, qu'est-ce que c'est que la recherche d'informations? Alors là, vous allez me dire, ouais, on commence à savoir, Google, ça fait bien longtemps qu'on l'utilise, etc. Sauf qu'il y a quand même des paradigmes sur lesquels il faut revenir, parce que la recherche d'informations, elle vous rend une liste de documents ordonnés par ordre de pertinence selon un algorithme dans lequel interviennent effectivement des approches de type intelligence artificielle. Mais vous allez fouiller dans une collection de documents. Vous allez écrire, je ne sais pas, où est la rivière Lagrande, ou bien juste rivière Lagrande, et puis là, vous allez regarder ce qui sort. Peut-être qu'il va sortir dans votre liste de documents des choses pas pertinentes. Par exemple, un titre de chanson alors que vous cherchiez des infos sur la baie James. C'est vous qui allez devoir décider quels sont les documents les plus pertinents. Et ces documents-là,
c'est des vrais documents qui existent dans une base de données indexée, qui ont été produits par des humains ou par des organisations qui, elles, avaient mandaté des humains pour le faire. Bon. Bref, vous avez tous utilisé Google. L'algo, il se base sur une combinaison du sens et des mots pour essayer de sortir l'info la plus pertinente. Maintenant, système génératif. On fait la même chose avec ChatGPT. Qu'est-ce que c'est qu'un système génératif? C'est basé sur un algorithme d'apprentissage, plusieurs sortes. Il y a aussi ce qu'on appelle du traitement en amont, donc on traite les données avant de les mettre dans le système d'entraînement, puis il peut y avoir du traitement en aval. Si certains d'entre vous ont essayé d'utiliser DeepSeek pour avoir des infos sur la place Tiananmen, ils ont vu qu'il y avait probablement du traitement en amont et en aval, et pendant, bref, à tous les niveaux. Parce qu'évidemment, il n'y en a pas des réponses sur la place Tiananmen dans DeepSeek. Et donc l'objectif de ça, c'est quoi? C'est de fabriquer un contenu élégant en réponse à un contenu que vous avez fourni. J'insiste sur le mot élégant. C'est pas de fabriquer un contenu pertinent, c'est pas le but, ces algos ne font pas ça, n'ont pas été conçus pour ça. Ils ont été conçus pour construire du texte qui va correspondre à votre requête, ou des images. Donc, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'analyse, et puis il n'y a pas non plus d'hallucination. Encore, vous voyez un terme super humain. On hallucine, alors là, ça met le feu à notre imaginaire. Non, il n'y a pas d'hallucination. Il y a des erreurs face à ce qui est valide. Mais pour le système qui est conçu pour répondre quelque chose à une phrase en face, ce n'est pas une erreur. Le système est là pour vous répondre de la meilleure façon possible au sens des probabilités. Si je dis j'ai faim, il est possible que la meilleure façon de me répondre possible, ça va être allons manger. C'est tout. C'est sur des probabilités de ce qui va suivre ce que vous avez demandé. Alors ça peut être très long parce qu'après on fait la probabilité de ce qui suit, ce qui a été répondu, etc. etc. Zéro validité là-dedans. Ce n'est pas une hallucination, c'est une réponse. Fausse. Point. Alors, je reviens à ma slide précédente. Quel ensemble d'apprentissage, quelles caractéristiques, quels algorithmes? Parce qu'on parle toujours des biais. Évidemment, les biais. Vous avez vu qu'en fonction de ce qu'on donne à manger à l'algorithme, donc des caractéristiques qui sont de l'ensemble d'apprentissage, ça peut être toutes sortes de choses très pertinentes ou pas. On essaye de nous vendre des milieux ouverts, c'est-à-dire, regardez, l'univers est capable d'être capturé dans la boîte et vous pouvez poser des questions sur n'importe quoi, dans n'importe quel contexte, ça va vous donner une réponse. Mais oui, c'est fait pour. C'est fait pour vous répondre du texte. Mais selon votre ensemble d'apprentissage et en milieu de travail, c'est, je pense, quelque chose qui doit vous interpeller. C'est, excusez-moi ce mot qui est peut-être moins à la mode aujourd'hui, mais c'est pas du tout inclusif. Qu'est-ce qui vous prouve que l'ensemble d'apprentissage a été pensé d'une façon suffisante pour répondre à la problématique de l'employeur? Rien. Surtout si vous ne savez pas ce qu'il y a là-dedans. Les caractéristiques, c'est pareil. Ça rejoint le même problème. Est-ce que les bonnes caractéristiques ont été choisies? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'elles ont été bien introduites? Est-ce qu'elles ont été validées par le milieu qui va utiliser l'outil? Pas certaines. Quels algorithmes? Encore une fois, c'est pareil. Imaginez que quelque part dans mon algorithme, il y a une contrainte dure. Je dis, si la personne mesure moins d'1,80 m, elle n'est pas admissible. Donc là, la réponse va sortir, non, exclue du groupe de personnes candidates à l'emploi. Qu'est-ce qu'on en sait de cette contrainte? Il faudrait peut-être aller voir ce qui se passe dedans. Je donne un exemple volontairement très très simple, mais encore une fois, les choix vont être importants. J'ai rajouté les petits ciseaux pour faire référence à l'exemple de DeepSeek dont je vous parlais tout à l'heure. Si un événement, une connaissance, quelque chose n'est pas présent dans l'ensemble d'apprentissage, c'est sûr que vous n'allez pas le trouver. Donc, des faits peuvent disparaître ou d'autres faits peuvent être créés. Si vous abreuvez votre ensemble d'apprentissage avec des faits alternatifs de façon suffisante, vous allez produire des réponses en fonction de ces faits alternatifs. Pas compliqué à comprendre maintenant qu'on a vu ça. Maintenant, deux points qui seront largement développés tout à l'heure par des personnes dont c'est l'expertise plus avancée. Surveillance algorithmique et gestion algorithmique. Alors, deux choses bien différentes, mais qui se rejoignent. Surveillance algorithmique, on va analyser automatiquement des contenus, idéalement en temps réel, on parle de surveillance, donc c'est mieux quand c'est en temps réel, pour essayer de détecter des événements, alors par exemple des mouvements, des sujets, etc., des tendances, des choses dont les gens parlent, etc. Ça va être des systèmes qui vont être complexes, qui vont être opaques, qui vont être invasifs, on va essayer de farfouiller dans ce qui se passe. Je pense qu'une des personnes tout à l'heure va vous en parler mieux. La gestion algorithmique, ce n'est pas la même chose. La gestion algorithmique, c'est quelque chose qui se pratique depuis très longtemps, qui simplement a pris un nom un peu plus récemment. Mais en gros, si vous essayez d'optimiser la tournée du facteur ou de la factrice dans votre village, vous faites de la gestion algorithmique, puisque vous allez
Prendre la tournée, prendre des paramètres de distance, prendre des paramètres peut-être de consommation, d'organisation de la journée de travail. Vous allez mettre ça dans un modèle mathématique que vous aurez idéalement conçu de la bonne façon, puis ça va vous répondre, bah voilà, par exemple, ce problème-là, bah, ça serait mieux que la personne, elle commence là, puis qu'après, là et là. C'est un problème hyper compliqué hein, en termes mathématiques. C'est très simple à décrire, c'est très compliqué en termes mathématiques, c'est de la gestion algorithmique. Alors le problème quand même, c'est que même si on a affaire à des systèmes qui sont souvent a priori un peu plus simples, avec des règles, avec de l'apprentissage un peu plus explicable, ces systèmes peuvent utiliser des données de surveillance. Donc, warning, il faut faire attention à ce qui se passe, comment c'est utilisé, comment on vous le présente. Enfin, dernière partie que je voulais aborder, juste pour lever le voile, parce qu'encore une fois, ça sera abordé bien plus avant par des personnes plus spécialistes que moi, mais c'est quand même une préoccupation liée à l'IA. Propriété intellectuelle, je ne vais pas développer beaucoup parce que si vous avez suivi l'actualité, vous avez dû entendre des auteurs québécois expliquer leur stupéfaction de voir que leurs œuvres protégées par un copyright avaient été utilisées par des compagnies sans leur accord. Ça n'a rien de stupéfiant, c'est l'histoire de ces compagnies. Ça commençait avec les journaux, ça a commencé avec tout. Donc, c'est pas stupéfiant et oui, c'est honteux, donc attention à votre propriété intellectuelle. Quand vous mettez quelque chose dans une plateforme, c'est pour ça que j'ai écrit quelle plateforme, quand vous mettez quelque chose dans une plateforme, que ce soit ChatGPT, Copilot, nommez-les, toutes sont identiques si elles sont distantes. Vous confiez votre contenu, qu'il soit votre création ou qu'il soit un contenu que l'on vous a confié, vous confiez votre contenu à des tiers. Est-ce que vous iriez ranger vos contenus chez les voisins ? Vous avez sûrement des voisins sympathiques, mais est-ce que vous iriez confier toutes sortes de contenus vous concernant ou concernant votre organisation à vos voisins dans un tiroir chez la voisine, puis vous dites bon, réponds-moi donc ce que tu en penses. Alors, pas la voisine, mais vous le rangez là-bas. Non, mais là vous faites pareil. Bien sûr, c'est pernicieux parce que c'est sur le cloud, donc on interagit avec un moteur de recherche habituellement. Donc là, on interagit aussi avec quelque chose qui est en ligne. Où est le problème ? Le problème, il est majeur. Vous allez confier vos contenus à une organisation distante sur laquelle vous n'avez aucun contrôle et qui, bien entendu, les réutilise et les partage. Vous savez que tout ce qui est chez Google appartient à Google, hein, par exemple. Je ne nommerai pas les autres compagnies, style OpenAI, mais c'est pareil. Alors, dernier point, pour quels usages ? Là, c'est pareil, c'est des choses qu'on va discuter sans doute aujourd'hui. Il y a des usages très positifs, il y a des usages totalement inutiles. Quand on pense que des personnes utilisent ChatGPT pour demander quel temps il va faire aujourd'hui, un, c'est pas pertinent, vous l'aurez compris avec ma présentation précédente, et deux, c'est... Voilà, ouvrez une app de météo, quoi. On peut même mettre un widget sur son téléphone. La question des ressources naturelles utilisées pour ces patentes-là est quand même centrale aussi à considérer. Alors, pour finir, je vous ai mis une photo des deux dernières, enfin de la bibliothèque du Centre gouvernemental de cybersécurité, je pense qu'on en entendra parler tout à l'heure, sur les 2 dernières directives. Suspension de l'utilisation des assistants virtuels s'appuyant sur l'intelligence artificielle générative et interdiction d'utilisation au regard des assistants virtuels DeepSeek. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil à ces circulaires, elles sont très courtes, elles sont très simples à comprendre. Et là, on comprend qu'enfin, notre gouvernement au Québec réagit par rapport à l'utilisation massive de ces outils dans un contexte où 99% du temps, ils ne devraient pas être utilisés ou ils devraient être utilisés avec modération. Donc, je vous remercie de votre écoute, puis j'espère qu'on pourra avoir des discussions autour de ça, puis que je vous ai appris des choses.